L'épisode 202, c'est maintenant, c'est les technos que vous retrouvez, comme chaque semaine d'ailleurs. Épisode 202, un petit peu enregistré à l'arrache cette semaine, il faut bien le reconnaître. Mais on est là, voilà, c'est en boîte. Ça vous est proposé comme chaque semaine, vous avez tout le temps de l'écouter, évidemment. Donc prenez votre temps, comme on a l'habitude de dire, d'écouter cet épisode, que ce soit en audio, en podcast ou en vidéo sur YouTube. Merci, ceci dit, en passant, pour les pouces levés. Merci de vous abonner, merci pour les étoiles sur les plateformes de podcast habituelles, évidemment. C'est toujours le bienvenu. Et comme on le dit souvent, c'est notre seul salaire. Notre duo de chroniqueurs, parce qu'il y en a de nouveau deux cette semaine, c'est celui-ci, les informaticiens. Autant dire que ça va chatter dans cet épisode. Sébastien et Marc sont de retour pour évoquer leur actualité technologique de la semaine. Vous le savez, vous connaissez le principe, on se documente comme tout le monde, on lit beaucoup d'informations, comme vous sans doute, et chacun d'entre nous, et ceux-ci en particulier, ont leur petite opinion sur différentes actualités qu'ils ont épinglées durant la semaine. C'est ça, les technos, chaque semaine. Donc c'est pas exhaustif, on peut pas parler de tout, évidemment, mais on parle de ce qui les intéresse et de ce qui les a un petit peu titillés, de ce qui les a un petit peu excités, si je puis me permettre, cette semaine. Comment vous allez bien tous les deux? Il y a chaud, hein, Marc? Marc, il est chaud. Ouais. Non, il est fatigué. Il est fatigué. Non, ça va. On est tous un petit peu à la limite cette semaine, je sais pas pourquoi. Oui. Sébastien, toujours la grande mine des beaux jours. Hein, voilà, hein, mais maquilleuse. On va l'appeler vitamine D. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein, la vie d'informaticien, c'est un petit peu en vase clos, enfermé, même s'il y a un peu de lumière du côté de chez Marc. Là, c'est bien lumineux. Enfin, voilà. Tout ça pour dire. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on peut, si vous le voulez bien, attaquer non pas l'abécédaire, mais le courrier des auditeurs. J'ai un jingle pour ça. Enfin, je vais l'essayer. Attends. Sympa. Ça marche, ça m'étonne moi-même. Le courrier des auditeurs, on a épinglé 2-3 petites choses. Alors là, par contre, je ne sais pas où c'est passé. C'est de ce côté-ci, pouf, comme ça. On y arrive, il n'y a pas de souci. Voilà, tiens, par rapport à l'épisode de la semaine dernière, on nous a envoyé un chouette message. Pour une fois, je l'ai épinglé. C'est sur iTunes, plus particulièrement sur l'application podcast, version belge. Un commentaire sympathique concernant la prestation de Thierry Weber la semaine dernière. Notre collègue et ami suisse. Et donc voilà, je voulais juste épingler ce message qui nous avait été envoyé. Ceux qui ont l'image, évidemment, peuvent le lire, et ceux qui n'ont pas l'image peuvent aller le retrouver, évidemment, en commentaire sur la partie podcast audio des technos sur iTunes. Donc vous aurez le commentaire voilà, qui est fait. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, vous les gars, vous avez vu ce commentaire sympathique. C'est un peu cryptique, hein. C'est pourquoi oui, c'est vrai que la manière dont je vous renvoie l'image est un petit peu, mais je sais pas si vous l'aviez lu, parce que je vous l'avais partagé quand même entre nous, mais vous n'avez pas lu, évidemment, vous ne lisez plus mes messages. En diagonale. Voilà, c'est ça, en diagonale. Donc, non, voilà. Je l'ai lu. Ah, ben voilà. Et voilà. Donc, un autre message. Il était sympa, le message. Un autre message. Alors là, du coup, j'ai un problème de vue, parce que là, c'est moi, par contre, qui l'écrit trop petit. Ça, c'est vraiment très, très bête. Ah oui, c'est ça. On avait parlé d'une start-up suisse, justement, qui avait amené au CES un décapsuleur qui comptabilisait, qui est pas mal pour les professionnels de l'Oreca, qui comptabilisait les boissons et qui déterminait quelles boissons avaient été décapsulées, etc. Pour faire les comptes en fin de journée ou en fin de soirée. C'était pas complètement idiot. On a un auditeur qui nous a fait remarquer qu'il avait déjà vu quelque chose de similaire il y a quelques temps de cela. Bon, on l'a épinglé également. On en prend bonne note. Bon, évidemment, c'est peut-être pas la même technologie, c'est peut-être pas la même intention à creuser, évidemment, mais bon, on est rarement seul à avoir une bonne idée, hein, soyons clairs. On a eu un commentaire, et là, c'est sur le blog, par contre, lestechno.be, en regard de cet épisode de la semaine dernière. On a parlé de cette institution, on peut vraiment le dire, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et un des enseignants, je pense, de cette école nous a laissé quelques liens en commentaire. Ils étaient les bienvenus, parce qu'on en avait parlé pendant l'épisode, et donc vous pourrez y trouver plein d'informations intéressantes. On a l'habitude de dire que c'est un peu le MIT suisse, hein, cette école, donc il s'y passe plein de choses intéressantes
intéressantes. Donc à aller découvrir si vous en avez l'occasion. Dernier message, si vous le voulez bien, il est un petit peu long. Je vais pas le lire en entier. C'est un auditeur breton. Tenez-vous bien, mais qui habite au Brésil. Donc voilà. Ils sont partout les Bretons. Oui, bah, évidemment, ils sont partout les Bretons. Ils ont accès à la mer, donc ils peuvent aller partout. Qui a un souci parce que là où il vit, dans le village où il vit, il n'y a pas l'eau courante. Et donc ils ont des puits. Un petit peu partout, enfin en dehors des maisons en tout cas, et lui son puits il est à 350 mètres de la maison, et donc il y a une pompe qui est alimentée par un câble 220 volts, biface, tout bête. Il y a une pompe donc à cet endroit là, et donc le problème c'est qu'ils se sont fait voler plusieurs fois leur pompe, parce que comme c'est pas attenant à la maison, forcément c'est un petit peu embêtant. Ils se demandaient comment faire un système d'alarme avec ce qui existe, pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une alarme quand quelqu'un rentre dans le cabanon, on se trouve la pompe, ou si quelqu'un essaye de la démonter, etc. J'ai vu quelques échanges, je pense que Seb t'avait réagi, toi, de ton côté, t'avais une idée, mais c'est une idée parmi d'autres. Hein. Oui, dans les propositions, on était plus sur, si on veut faire de la transmission, sur de LoRa, parce que le Wi-Fi sur 350 mètres, oui. Ce ne sera pas gagné-gagné. Mais en y réfléchissant, en fait, il y a peut-être d'autres solutions qui sont plus couillons, hein, pour savoir ce qui se passe. Vu qu'il le dit lui-même, il y a un câble qui passe pour de l'électricité, et donc sa pompe, elle consomme de l'électricité. On pourrait simplement mettre un petit truc qui ne consomme pas grand-chose, mais qui nous permet de mesurer qu'il y a toujours quelque chose au bout du câble. Oui. Et ça, il pourrait le faire de la maison. Et de la maison, de savoir effectivement que il n'y a plus rien au bout du câble. Bon, il faudrait faudrait peut-être un petit peu planquer le bitonio qu'on mettrait au bout du câble en parallèle sur la pompe, hein, si je comprends bien. Ou, mais je ne sais pas si la pompe, elle fonctionne. À mon avis, elle ne fonctionne pas en continu. Elle ne fonctionne pas en continu. Je te confirme, si je relis le texte, ils la font tourner une fois de temps en temps. Réfléchir. Mais il y a une idée là derrière à creuser, effectivement. On cherche des fois trop loin avec du Wi-Fi, etc. Ce qu'il a amené chez nous, en fait, c'est un épisode sur la domotique. Et finalement, c'était une bonne idée de nous poser la question. Parce que des fois, on cherche un petit peu trop loin. Il y a une paire de fils, en tout cas, qui va de la maison à la pompe. Comment avoir une alarme si jamais on débranche la pompe? Voilà. Sinon, il y a un truc tout con. Il y a un truc tout con. Sans électricité, sans rien. Au Brésil, il y a des iguanes. Tu mets un gros iguane à côté, ça devrait le faire, quoi. J'ai réussi à tenir cet épisode 202 à peu près. Je regarde le compteur, à peu près 7 minutes sérieux. C'est foutu. C'est foutu. Bref, on continue à y réfléchir. Si vous, de votre côté, vous avez des idées pour notre ami Jean-Claude, c'est son prénom, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou par message. Lui, par exemple, il nous a envoyé ça via le module de commentaires, enfin pas de commentaires, de messagerie sur lestechno.be. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous avez différentes idées à partager avec notre auditeur brésilien, breton du Brésil. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler Jean-Claude. Tu voulais rajouter un truc, Seb? Je vois ton doigt s'élever. Ouais, mais c'est parce que le courrier des auditeurs, c'est fini, non? Non? Ou il y avait encore un truc? Non, il y en a plus. Oui, non, voilà, il n'y en a plus. C'est ça, oui, non, je voulais juste faire une petite remarque, parce que j'ai pu installer YouTube Kids, parce qu'il est arrivé en Belgique. Je sais pas si tu... Enfin, je suppose que c'était au courant. On en a parlé, hein, d'ailleurs, dans ce podcast. Et la première chose que j'ai regardé, c'est si on y était. Et on y est. Ah ben voilà. Donc on n'est voilà. pas fâché. Mais par contre, on n'est pas totalement fâché avec YouTube Kids, mais il y a une dizaine d'épisodes bien sélectionnés, et tout le reste n'est pas accessible aux enfants. D'accord. Bon peut-être que voilà, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu veux? On avait parlé de YouTube Kids avec Xavier il y a 2 semaines maintenant ou 3 semaines. Voilà, je vous renvoie donc à l'épisode 199 ou 200, je ne sais pas. Donc on peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire. Ça c'est maintenant. Épisode 202, la lettre D, D comme débat. On va parler d'intelligence artificielle avec Marc. Ouais. Alors, intelligence artificielle. Enfin, je ne sais pas trop si on peut parler d'intelligence artificielle. On va parler d'une intelligence artificielle qui s'est fait rétamer par un humain. Oui, c'est ça, d'une part. Et d'autre part, on l'a dit la semaine dernière, et ça a été repris d'ailleurs par certains de nos éditeurs, on cite souvent le mot, et c'est à la mode, intelligence artificielle, un petit peu à tort à travers, c'est souvent plus des algorithmes que de véritables intelligences artificielles. Quoi qu'il, ici, l'humain a...
Alors, déjà, c'est parti d'un truc que, voilà, j'ai découvert quelque chose, j'avais entendu vaguement, mais apparemment, il y a des champions du monde de débat. Des gens dont la discipline, dont le plaisir, c'est de débattre. Bon, vous avez les politiciens, d'accord, mais il y a des gens, voilà, s'ils font du débat. Et l'enjeu de l'expérience ici, c'était de mettre en face le champion du monde de débat, qui s'appelle Harish Natarajan, et qui a été déclaré vainqueur face à une intelligence artificielle. Enfin, on va revenir sur le concept d'intelligence artificielle. Oui. D'une intelligence artificielle qui s'appelle IBM Project Debater. Donc, ça vient de chez IBM, ça on a compris. Et le but de l'exercice, c'était de donner 15 minutes à chaque intervenant, donc l'humain et la machine, pour convaincre un auditoire avec pour but de renverser l'opinion de l'auditoire au bout de la période impartie, sur un sujet donné. Ici, le sujet en question, c'était l'intérêt de subventionner les écoles maternelles, donc un sujet de société qui n'a franchement rien à voir avec l'informatique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont l'ordinateur, dont l'intelligence artificielle a travaillé, c'est donc, elle avait un moteur d'inférence, elle avait tout un ensemble de règles, elle avait tout un stock, toute une réserve de phrases, plus de 10 milliards de phrases préalablement extraites de la presse, pré-mâchées, processées, etc., pour pouvoir répondre. Mais malgré ça, il a suffi d'une fraction de seconde aux débatteurs, aux participants humains, pour renverser la vapeur. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle, elle s'est basée sur des comportements standards, et elle n'a fait en fait qu'énoncer une série de règles, de suivre une série de règles, et elle a totalement ignoré la partie imprévisible de la personnalité humaine. Et on rappelle que dans ce cadre-ci, l'intelligence artificielle, comme tu le dis, on nous la sert à toutes les sauces, mais finalement, ça reste avant tout un ensemble d'algorithmes prédéfinis qui peuvent, on ne va pas dire improviser, mais qui peuvent extrapoler des données dans certaines situations, dans certains contextes, dans certains cadres, mais à la base, derrière, il y a une programmation, et intelligence ou pas, toutes ces machines, tous ces programmes ne sont pas encore capables totalement aujourd'hui de sortir de leur programmation. Alors, on a vu passer des news comme quoi certaines intelligences artificielles ont inventé des langages que même les humains n'arrivaient plus à suivre. Certaines intelligences artificielles sont suffisamment évoluées que pour pouvoir battre des champions du monde d'échecs à plat de couture, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une puissance brute qui dépasse largement celle du traitement humain. Donc finalement, voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu rassurant de voir que malgré toute la démesure que ce concept d'intelligence artificielle et de machine learning et de deep learning est en train de nous être servi à toutes les sauces, mais voilà, l'humain garde quand même quelque part son côté imprévisible, et finalement, c'est ça qui le sauve, et c'est ça qui fera que Skynet ne va jamais nous la mettre profond, quoi. On l'espère, en tout cas, ou même par erreur, peut-être, parce que l'humain étant tellement imprévisible que lui, pour contre, il peut pousser sur le bouton. Voilà, c'est quand même sujet en disant que pour la personne qui était à l'origine du Project Debater chez IBM, qui s'appelle Ranit Anaranov, lui, le but, en fait, dans cet exercice n'était pas de gagner à plat de couture, c'était pas le but, c'était surtout d'arriver à, alors pas modéliser, parce que c'est quelque chose qui est par essence intangible, donc pas modélisable, mais réussir à s'approcher suffisamment de cette capacité de l'humain à partir complètement à contresens pour pouvoir l'intégrer de nouveau à cette programmation et pouvoir ajouter ça au niveau des règles, etc. D'accord. Seb avait un truc à rajouter, je pense. Enfin, je vais faire la moue. Ouais, enfin, tu vois, j'entends qu'on critique d'une certaine manière, enfin, positive ou négativement, la presse sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on en fait beaucoup ces derniers temps. Mais je peux juste nous replonger 5 ans en arrière, où là, on parlait pas d'IA, mais on parlait de cloud. Et on avait plus ou moins le même genre de débat. On dit on nous sert du cloud à toutes les sauces. Qu'est-ce que ça a servi? Ça a servi à attirer pas mal de fonds, pas mal de boîtes qui sont investies dans toute une série de techno. Et aujourd'hui, quand tu regardes, la plupart de nos fichiers, ils sont hébergés plus chez nous. La plupart, enfin, tu vois, il y a quand même eu pas mal de points qui y sont passés.
Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas dans ce sens-là que moi que je l'entends. Effectivement le cloud, on a douté. À un moment donné, on mettait du cloud à toutes les sauces, mais c'était du cloud. On parlait toujours de la même chose, de cloud. Ici, on met l'étiquette intelligence artificielle sur, par exemple, un assistant vocal. On dit l'intelligence artificielle de Google Home. C'est pas de l'intelligence artificielle, ce sont des empreintes vocales qui sont reconnues. C'est tout. Il y a aucune intelligence là derrière. Moi, mon Google Home, il va pas me dire tiens Marc, tu te couches tard aujourd'hui. Tu mettrais pas la radio un peu moins longtemps avant d'aller dormir? Tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est une intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que tu avais comme stockage? Si tu reprends juste un simple parallèle avec le début du cloud, c'était l'enfer. Si tu avais 1 giga sur Dropbox, c'était même pas, tu avais 50 mégas, je pense. Et maintenant, si tu es en dessous d'1 giga, tu te dis, mais on se fout de ma balle. Et là, on parle. Ici, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est déjà des choses dont on parlait depuis longtemps. Il y a une série d'algos. Et c'est juste que maintenant, on a un focus, donc il y a des chercheurs, il y a des boîtes qui mettent du pognon parce que ça vend. Des écoles qui s'ouvrent. Il y en a une qui s'est ouverte à Bruxelles pas plus tard que cette semaine à l'initiative de Microsoft. Je ne trouve que ça que positif parce que ça permet pour le grand public de dire, voilà, de mobiliser une série de fonds et même d'essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire à manger et il y a souvent des abus de langage quand on parle d'intelligence artificielle. Mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est un algorithme. Un algorithme, oui, ça on peut le comprendre. C'est toujours pas une intelligence. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Non. Oui, mais c'est une bêtise artificielle. Ouais, c'est ça, c'est un gadget. Bon, on peut passer. Mais elle répond suivant ce qu'elle a appris, et l'humain il fait la même chose, tu vois. Il répond suivant des concepts qu'on t'a appris. Mais on va pas en faire une louche non plus. Mais ce qu'on vient d'expliquer avec la news justement qui vient de passer, c'est justement ce que Marc disait, c'est qu'à un moment donné, tu peux programmer tout ce que tu veux. L'humain a ce site particulier que s'il a envie de retourner sa veste au dernier moment, il retourne sa veste. C'est la machine, elle est là, pantoise. Aujourd'hui, attends 5 ans. C'est bien de ça dont on parle, c'est aujourd'hui. Bon, allez, on passe à la suite. On n'a pas fini aussi, non, les gars. Comme Elon, Seb, tu vas reprendre la parole pour parler d'Elon Musk qui pense que le Bitcoin reste le futur. Il n'est pas le seul, ceci étant dit, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'est pas le seul. Mais j'aimais bien, ça fait longtemps que j'avais plus vu Elon. Et puis j'ai vu sa petite primousse sur un site de Bitcoin. Je me dis, il est cool, ça fait sympa. Et puis il y a des trucs sympas. Et lui aussi a fait la même chose que notre ami suisse. Il s'est incrusté dans un podcast sur de la crypto et il a commencé à dire que le Bitcoin c'était sympa. Ben voilà. Après, il a dit aussi, le Bitcoin ça bouffe un peu beaucoup d'énergie et jamais on va utiliser les ressources de Tesla pour s'impliquer dans la crypto. Faut pas déconner, ça bouffe trop d'énergie, de puissance pour ce que ça fait. Et il dit ça, c'est quand même un peu triste. Grosso modo, c'est les grandes lignes. Et tout en disant c'est génial et avec tout ce qu'on connaît sur le Bitcoin, c'est décentralisé, machin, plus les États et tout bazar. Il faut savoir qu'il a quand même que 0,25 Bitcoin. Donc il n'a pas non plus investi énormément dans le Bitcoin. Mais ça reste... Il y croit, tu vois. mais voilà, après, ça reste une figure qui se mouille vis-à-vis du Bitcoin, donc c'est assez sympathique. Alors, je voulais juste faire un petit coucou. Voilà, c'est bien. Et on peut aussi faire par la même occasion un petit coucou à l'autre Seb et à son podcast à lui, puisque lui s'invite aussi chez nous. On peut parler du sien, le Proof of Cast. Vous retrouverez ce lien évidemment dans sa bio sur le site lestechno.be. Et dans ce podcast, il ne parle que de blockchain et en particulier de crypto-monnaie. Donc c'est passionnant. J'ai encore écouté le dernier épisode de la semaine passée. C'est super bien fait. Donc voilà, quand c'est bien, il faut le dire. Vous serez d'accord avec moi. On peut passer à la suite? Oui? Ok. Marc, on parle de Facebook. F comme Facebook, un digital gangster selon un rapport britannique. Donc ce serait un voleur. Facebook est un voleur. Facebook est beaucoup plus que ça, en fait, pour ce rapport, qui est en fait le fruit du travail d'un groupe parlementaire, d'une commission parlementaire britannique qui dépend de la Chambre des communes. Ce rapport a été publié le 18 février dernier et la tagline générale, on va dire, du rapport, c'est « Facebook est un train totalement hors contrôle qui est en train de détruire la démocratie ». Ça pose un peu là quand le truc commence là.
Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la commission a travaillé pendant 18 mois sur toute une série de documents qui ont fuité. On a entendu beaucoup d'histoires de fuite, de documents sur Facebook, de chez Facebook, pardon. Voilà. Et cette commission a en fait commencé au début à voir quel était l'impact que les fake news auraient pu avoir sur la décision du peuple britannique lors du référendum sur le Brexit. Et également voir quel était le rôle de tous les organes d'influence, notamment les réseaux sociaux, donc Facebook, qui avaient pu peser sur cette décision. Et c'est lors de la publication de ce rapport que les membres de cette commission n'ont vraiment pas hésité à comparer la firme à un gangster numérique, c'est-à-dire qu'il fait vraiment usage de méthodes de gangster. Notamment, il lui reproche que, loin d'agir contre des applications louches et douteuses dont la seule vocation est vraiment de siphonner toutes les données et de les revendre aux plus offrants sans aucune morale et sans aucune éthique, voilà, plutôt que de lutter contre ce genre de choses, Facebook en fait se vautre complaisamment dedans et apporte largement sa collaboration à l'utilisation et l'exploitation de toutes ces applications parce qu'il en retire quelque chose, ça c'est clair. Facebook est également pointé du doigt pour ne pas combattre suffisamment les fake news, mais participer à leur diffusion. On dit qu'il y a un agenda politique derrière. Zuckerberg ne s'est jamais caché vraiment de son intention un jour de se détacher de la firme et de rentrer en politique. Il avait déjà fait l'une ou l'autre approche il y a 1 ou 2 ans à ce sujet. Et puis, de toute façon, c'est principalement l'attitude de Zuckerberg en tant que personnalité publique derrière Facebook, enfin devant Facebook ici, qui est pointée, son attitude arrogante, son attitude complaisante, son attitude négative, son attitude méprisante à la rigueur. Et tout cela arrive avec comme conclusion, le rapport est énorme, je ne l'ai pas lu et franchement c'est le genre de truc qui ne m'amuse pas à lire le soir, mais ce rapport arrive en fait comme conclusion à recommander au gouvernement britannique de mettre en place un code de conduite éthique, qu'il mette ce code de conduite éthique sous le couvert d'un organe régulateur indépendant et qu'il dote cet organe régulateur de pouvoir judiciaire. Donc en fait, ils veulent vraiment arriver à contrôler la manière dont des réseaux sociaux comme Facebook doivent répondre à des États. Et bon, Facebook, on sait que ça fait depuis maintenant quelques mois qu'ils sont dans une shitstorm absolue. Ça ne va pas forcément rehausser leur image, surtout qu'à la sortie de ce rapport, il y a eu des échos dans d'autres pays où apparemment le même exercice pourrait être repris. Oui, enfin, je pense que tout le monde va un petit peu aller dans ce sens-là. Il a donné le bâton pour se faire battre en même temps. Légèrement quand même, oui. Donc voilà, ça a ouvert la porte à tout ce genre de choses et à toutes les dérives aussi, de part et d'autre, on serait tenté de dire. Ouais. Sébastien avait levé le doigt. Ouais, deux petits points. D'abord, le premier, c'est attendez quelques mois, ce sera le bon moment d'acheter les actions Facebook pour les revendre dans quelques années, parce qu'en fait, l'histoire reste un éternel recommencement. Facebook, c'était exceptionnel pendant des années, c'est en train de se faire allumer comme pas possible. Regardez Microsoft, c'était exceptionnel, ils se sont fait allumer et c'est redevenu une entreprise hyper respectable. Et Google a suivi plus ou moins la même chose, c'était le chevalier blanc, et puis ils se sont fait démolir, puis ça revient par vague. Donc voilà, Facebook ne sera pas si méchant. Et donc à propos d'actions, donc il y a un autre petit message de Elon Musk qui dit Facebook, je l'utilise encore, j'ai 0,25 actions aussi. Donc voilà. Salut Elon Musk. Il a 0,25 de tout, lui. Action. de tout. Voilà. Pourquoi pas, finalement, c'est une manière de faire. Il y a des gens qui investissent, qui veulent être majoritaires dans l'entreprise dans laquelle ils investissent systématiquement. Lui, non. 0,25, ça me va. 25 de tout. Donc je peux envoyer. C'est quand même pas mal, quoi. Oui, ça reste quand même. Oui, c'est pas non plus. Voilà. Mais bon. Ok. On a tout dit sur ce sujet. À mon avis, ça reviendra encore. Ça reviendra encore sur la table, à mon avis.
F comme facial, c'est la lettre qu'a choisi Seb, le mot qu'il a choisi également pour parler d'un distributeur de billets par simple reconnaissance, et on se doute qu'il s'agit de reconnaissance faciale. Il aurait fallu mettre un E alors, ça aurait été mieux. Oui, Voilà. oui, c'est ça, c'est une faute d'orthographe, on va dire ça comme ça. Heureusement que la morale Bien est sûr. belle, hein. C'est pas comme ça qu'on va être référencé sur YouTube Kids, hein, les enfants. Non, c'est fini pour ce numéro. Oui, c'est mort. Non, c'est mort. C'est mort, oui. Seb. C'est bon, bah écoute, voilà. De toute façon, non, comme mes filles en YouTube Kids, je préfère que tout de suite elles aient pas mes vidéos. Donc, qu'elles gardent encore un petit peu d'estime pour moi. Il est obligé de s'enfermer à triple tour dans son bureau pour enregistrer le podcast. Qu'est-ce qu'il fait, papa? C'est pour ça qu'on le fait si tard. Il faut oui, c'est ça. Il faut qu'elle dorme. Mais moi, j'aurais des comptes à rendre à l'une de ses filles. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Vas-y. Et donc, là, le truc, je pense que j'ai rigolé 3 fois en regardant. D'abord, effectivement, c'est une banque espagnole. C'était drôle. Et effectivement, ils ont décidé sur Barcelone, je pense, oui, c'est ça, d'équiper 20 terminaux en reconnaissance faciale. Donc, tu arrives devant ton terminal et tu dis « file-moi des brousoufs », sans rien sortir, pas de carte, rien, et le terminal te file des brousoufs. C'est sympa. Par contre, pour un système facial, ils ont décidé de l'installer le 14 février, évidemment, la fête des amoureux, parce que c'est spécifique pour le facial. Et donc, ils ont commencé sur Barcelone avec 20 terminaux, c'est ouvert à tous les clients. Tu dois juste passer une fois en agence d'abord pour faire reconnaître ton visage. Ouais. Et les gars, ils ont quand même décidé que sur la deuxième moitié de 2019, ils allaient mettre ça déployé dans tous les autres terminaux de la banque en Espagne. D'accord. Donc ils sont chauds quand même sur le truc. Ils estiment que les consos sont prêts ils ont fait une petite enquête, ils disent 70% des gens sont prêts à abandonner leur bonne vieille carte pour un petit coup de facial dans le distributeur. Mais ouais, je reste assez dubitatif, je dois dire. Ah, moi aussi. Tu vois. Soyons clairs. Voilà. Parce que bon, déjà le distributeur, tu vas pas non plus hyper souvent, faut pas déconner non plus. Tu utilises ta carte 99 fois sur 100 quand tu es dans un magasin pour payer, et là, c'est mort, quoi. Écoute, je me suis surpris, pas plus tard que ce mardi, j'ai été au Banque Contact, enfin chez nous on appelle ça Banque Contact, chercher de l'argent dans le mur. Je pense que je n'avais plus fait ça depuis au moins 6 mois. Je pense. Voilà. Parce que, et si à ce moment-là, tu arrives et dis hey, « salut Marc », tu paniques quand même. Oui, c'est ça. Bonjour, on se connaît. Je dois être un extraterrestre, parce que moi, je continue à utiliser du cash autant que je peux. Non, jamais. Autant qu'on peut. Non, c'est pas question. J'en veux pas. Si. ça fait des trous dans les poches. Non, mais c'est pas que ça fait des trous dans les poches, mais d'un point de vue idéologique, je refuse à ce qu'on me flique avec tout ce que je fais, quoi. Ben, oui, mais c'est pas toi qui fais les courses, donc... Parfois, si. Quand tu fais des courses, à un moment donné, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir la carte. Je sais pas ce qu'en pense Seb, mais voilà. Partout où je peux, c'est la carte. Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est pas suffisamment encore. Oui, c'est ça. Au resto, la carte. À la cantine, au boulot, la carte. Les chèques repas, les machins, etc. C'est des cartes. C'est le plastique, monsieur. C'est fantastique. Donc, voilà. Et donc, la machine en question de reconnaissance faciale. Oui, c'est la banque Kexa. C'est vrai que je n'avais pas cité. Donc, pour le moment, c'est évidemment uniquement en Espagne. Et c'est la première banque au monde à le faire. Donc, ce cocorico européen, c'est sympa. Après, il faudra voir s'il y a des dérives quelconques, mais ils utilisaient plusieurs milliers de points pour le visage. Donc, ils ont l'air très, très sûrs de leur truc. Donc, on imagine qu'ils ont pris une assurance quelque part, au cas où, non? Ça, on assure en général. Oui, alors, est-ce que c'est plus ou moins sûr que le code PIN? Parce que regarder ton code PIN, c'est pas non plus hyper compliqué. Te couper la tête, c'est quand même déjà plus... Donc... Bonjour. Oui, ou faire un masque, tu vois. Si tu as la tête de Trump, par exemple, il est dans toutes les boutiques d'horreur, donc il suffit d'aller chercher un masque. Si, ça marche, parce qu'il y a une news là, qui était sortie il n'y a pas tellement longtemps, une firme américaine ou britannique, je ne sais plus, qui avait réussi à faire des masques en latex hyper réalistes, d'une qualité et d'une finesse suffisante que pour tromper tous les systèmes d'authentification, style Face ID, etc.
Oui, donc ça passerait normalement. Il faudrait quand même se méfier. Mais enfin bon, si eux garantissent le truc, pourquoi pas. À suivre aussi, je suis pas sûr que ça arrivera tout de suite chez nous. Non. On est trop conservateurs. Bah oui, bien sûr. Et puis en France non plus, ils utilisent encore le chèque. Alors. Oui, c'est ça, le RIB. Oui, bon, voilà, ok. J'ai comme GPS, c'est une 3 lettres dont on ne parle plus beaucoup. C'est vrai, avant c'était une nouvelle technologie, le GPS c'était fantastique. Le 6 avril, tous aux abris, pourquoi parce qu'il va se passer un truc spécial, on ose l'imaginer, mais quoi? Ça va péter. Péter? Ça va tout péter. Tout péter. Tout va péter. Donc le 6 avril... mon curseur. La machine à priser. On reste là, donc c'est bien, mais j'ai perdu ma souris. Ah. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent tant que je vous ai pas perdu. T'en veux une? J'en ai une en réserve, si tu veux. J'ai toujours le trackpad, donc ça va, tous les pas perdus. Donc... C'est là que tu vas voir le prochain hors-série chez les technos, c'est pourquoi je suis revenu sur Windows. Oui, rien du tout. Il y a des raccourcis clavier chez Linux, ça existe. Il n'y a que ça en fait. Plutôt mourir. Il déplace sa souris en ligne de code. Écoute, on a quand même notre gars au bureau, Nico, qui lui, n'a même pas d'interface graphique sur sa machine. Il n'y a que du terminal quasi. Ah oui. 99% du temps, c'est du terminal. Bon, bah, et ça marche nickel, hein. Je n'ai pas le contraire, chacun sa vie. Oui, une petite ligne et c'est bon, quoi. Bah ouais. Alors, le 6 avril. Le GPS, c'est mal barré, parce que le GPS compte, alors c'est amusant, le nombre de semaines depuis le lancement du truc Bruc, mais sur maximum 1024. Donc, Overflow, 1025, ça n'existe pas. Il peut compter 1024 semaines. Et pourquoi a-t-il besoin de compter les semaines sans indiscrétion aucune? Parce que il y a toute une série d'infos qu'il doit te donner. Normalement, c'est une info de temps, parce que tu dois récupérer les signaux des différents GPS, et c'est grâce au temps que tu reçois de GPS que tu sais ta position, parce que tu recalcules, tu dis, ah ouais, ok, celui-là il est là, celui-là il est là, il m'a donné tel temps, mais il a fallu autant de temps pour l'arriver, etc. Et donc, si le mec il t'envoie une info de temps qui est pas correcte, t'es mal barré, parce que tous les systèmes qui sont utilisés sur Terre utilisent le temps du GPS. Et ils comptabilisent des semaines pour ça. Te mettre à jour. Il continue. Oui, alors il y a d'autres infos, mais il y a les semaines. Et les semaines, effectivement, il ne peut en compter que 1024. Parce que les gars, ils se sont dit, de toute façon, dans 1024 semaines, on est tous morts. Non, non. Donc, ils ont eu le problème une première fois en 1999, où le truc, il s'est retrouvé à 0. Mais à l'époque, on n'avait pas des GPS tous dans nos poches, on n'avait pas des GPS tous dans nos voitures, on n'avait pas des GPS partout, dans nos montres, dans tout ce qu'on veut, dans nos laptops. Et bien maintenant, oui. Et donc, malheureusement, là aussi, les mecs qui ont créé certains devices qui nous ont vendus il y a 10 ans, ils ne se sont pas dit que leurs devices, ils allaient tenir le coup jusqu'au bug du GPS. Donc, tu risques d'avoir 2-3 soucis, et le 7 avril au matin, en te réveillant, d'allumer ta voiture et de voir « Bonjour, nous sommes en 1999 ». Retour vers le futur. Retour vers le futur, ou de calculer ton itinéraire pour aller de Paris à Lyon et te dire tu vas arriver à Lyon le 7 avril 1999. Ah oui, pas mal. Il y a quelques embouteillages. Donc, il y a déjà toute une série de mises à jour qui sont proposées par des TomTom, Garmin, etc. Mais avec à chaque fois une mise en garde. Les trucs qui ont plus de 5 ans, tu te brosses, on le fera pas. Donc, on risque d'avoir pas mal de devices qui vont plus réellement savoir compter le temps à partir du 6 avril. Ça va être intéressant. Oui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le GPS en tant que tel dans la voiture? C'est la question que je me pose de plus en plus, parce que on voit beaucoup de gens utiliser Waze, mais il n'y a pas que Waze, mais il y a d'autres applications. Mais c'est du GPS aussi. Le GPS, oui. Oui, effectivement. Donc, parce que comme tu parlais des applications dans la voiture, je disais que c'était plus une mise à jour au niveau applicatif. Non, c'est une mise à jour applicatif. Mais non, tous les systèmes. Alors après, évidemment, Waze, il s'en fout parce qu'il va utiliser le système d'exploitation qui te donne les infos. Donc là, je pense pas qu'on ait trop de soucis.
Mais par contre, il y a vraiment des bagnoles qui ont des problèmes. Peugeot a déjà... Ah, c'est des voitures qui ont des problèmes, on en connaît. Pas que de GPS, d'ailleurs. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, Peugeot a annoncé qu'il allait donner des infos, mais pour les modèles antérieurs à 2015. Renault a aussi proposé déjà une mise à jour, etc. Donc il y a toute une série de marques qui disent « Ok, ça va être le carnage. Ouais. » Ça va être intéressant. Donc le 7 avril, on prend congé. Si vous travaillez dans l'IT, on prend congé. C'est ça. Ou si vous vous déplacez, si vous êtes chauffeur, poids lourd, si vous allez faire de la route, oubliez cette date du 6 avril. Donc ça va être le bazar. En gros, c'est le bazar. On en est à la lettre J comme jeu, avec une copie de Super Mario Bros. Qui se vend à plus de 100 000 $. Ça, c'est un bon placement, mon bon Marc. Voilà. On peut passer à la news suivante, parce que c'est tout ce qu'il y a à dire. D'accord. Mais comment ça se fait? Bah, en fait, c'est la seule, si j'ai bien compris, c'est la seule cartouche originale de Super Mario Bros. Donc c'est quand même un jeu qui date d'il y a 25 ans, je crois. C'est la seule cartouche... Non, pardon, 34 ans. Ah oui, c'est la seule cartouche originale qui est toujours dans un état impeccable, qui a une cote de malade, évidemment, qui est toujours dans son emballage d'origine, dans son blister d'origine, et qui a été coté. Voilà, ce truc n'a jamais été ouvert. Ça m'a fait penser, en fait, quand je suis tombé sur cette news, j'en discutais un peu à la maison, et on s'est fait la réflexion que ça faisait un peu le même genre les gens qui achètent, vous savez, les comics sous cellophane, et qui ne les lisent jamais. Ces gens achètent des trucs, ils ne les lisent jamais, ou ce sont les gens qui vont acheter des œuvres d'art pour les foutre dans un coffre avec l'idée d'un jour pouvoir les revendre. Alors, je sais pas les trains électriques, à une époque, c'était les trains électriques, on les achetait et on les laissait dans la boîte. Il fallait les laisser dans la boîte. C'était super locaux, machin, etc. Et quand tu les laissais dans la boîte, ça permettait de faire monter la valeur. Et puis, plus personne n'a joué au train électrique. Et tous ces trucs maintenant qui sont restés dans leur boîte ont pris la poussière et ne valent plus un clou. Et puis, t'as des mecs qui vendaient des briques. Parlez pas en même temps, les gars. J'ai rien compris. Donc, Marc d'abord, et c'est bon. Non, j'ai une copine, ça me fait penser, j'ai une copine qui joue avec des trains électriques, je lui poserai la... Ben voilà. Si ça tombe, elle a des tas de trésors. Il y a de très beaux objets, hein. Sébastien. Puis tu dois avoir des boîtes de trains électriques Schrödinger, tu vois, où ils avaient mis une brique dedans pour faire le poids, mais tu sais pas s'il y a vraiment un train dedans, parce que tu n'as pas ouvert la boîte. Oui, c'est ça. En fait, c'est des boîtes fake. Pourquoi pas? Et quand tu la secoues, ça fait un bruit bizarre. C'est le scam de l'époque, tu vois, ils vendaient des briques. C'est ça. Pourquoi pas? Non, je pense qu'ils ont quand même évité de faire ce genre de bisbrouille. Quoi qu'on n'en sait rien, en fait, t'as raison, on en sait absolument. Moi, je pense qu'il faut toutes les ouvrir pour vérifier. Oui, c'est vraiment ça. Schrödinger. Tant que c'est pas ouvert, tu sais pas. Mais donc voilà. Une cartouche de Super Mario Bros. S'est vendue à 100 150 $. Ça fait quand même 88 450 € pour un jeu auquel on n'a jamais joué. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Enfin, pour les collectionneurs, bon, hein, tous les goûts. Ça tombe, la cartouche est pétée. En plus, elle est pétée. T'as un faux contact, elle marche pas. C'est ça. C'était un mauvais lot, quoi, un truc. Voilà. Elle a pris l'eau, peut-être aussi. Depuis, elle a séché, hein, 34 ans, elle a eu le temps. Ça me rappelle cette news qui était passée il y a quelques mois ou quelques années, un lot de cartouches originales pour Atari VCS 2600 qui était trouvé dans une décharge publique. Oui. Le truc, c'était le plus mauvais jeu qui avait jamais été sorti. Ils avaient tout balancé dans une décharge. Et puis, il y a un type, un jour, il a retrouvé une. Et ce truc avait atteint une valeur hallucinante. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Elle, comme Lima, c'est marrant parce qu'il y avait une marque de train électrique qui s'appelait Lima. Lima, c'était toute autre chose. On en avait parlé d'ailleurs. Tu avais fait un hors-série là-dessus, mon bon Marc, me semble-t-il. Il faut rappeler de quoi il s'agit pour ensuite dire que c'est fini. Hein. Soyons tout de suite très clairs. Alors, Lima, c'était un projet Kickstarter à la base qui avait démarré en 2012-2013, je pense. C'était une boîte française. Et le but de cette boîte, c'était de proposer, Sébastien en parlait tout à l'heure, c'était le but de proposer à l'époque de surfer sur la vague du cloud et de proposer son cloud personnel. Donc plutôt que de devoir dépendre d'un cloud comme Amazon, comme Dropbox, etc., tu avais ton propre cloud. Et ce qu'ils avaient fait, ils avaient développé un petit bitonio, c'était un tout petit boîtier,
sur lequel tu connectais un câble Ethernet d'un côté, sur lequel tu connectais un disque dur de l'autre, le disque dur sur lequel tu voulais stocker tes infos, ce que tu voulais utiliser, ce à quoi tu voulais accéder. Et le petit boîtier faisait simplement la translation, tu le collais sur ton routeur et tu avais ton cloud à toi. Et tu pouvais synchroniser, tu avais des applications desktop, tu avais des applications mobiles, tu avais ton propre Google Drive, tu avais ton propre Dropbox à la maison. Et ça marchait pas mal, on avait fait le test effectivement dans le hors-série, moi je m'en étais procuré un. J'avoue humblement que je n'ai plus beaucoup utilisé après le test, parce qu'après le test, c'est aussi l'époque où on a commencé à voir vraiment les applications sérieuses débarquer sur les Synology, qui ont remplacé tout ça. C'est aussi l'époque où les outils collaboratifs et la performance des systèmes comme Google, etc., ont commencé vraiment à venir concurrencer à des tarifs intéressants pour ceux qui le font au niveau professionnel, et toujours au niveau gratuit pour ceux qui satisfont de la quantité de base. Et voilà, toute cette combinaison de facteurs a fait que finalement, Lima, malgré avoir levé 2,5 millions de dollars, malgré avoir employé jusqu'à 60 personnes et avoir fédéré jusqu'à 80 000 utilisateurs avec les dernières versions de son logiciel et de sa plateforme, finalement a décidé, contraint et forcé bien sûr, et à regret, de mettre la clé sous la porte pour finalement ce qui reste un facteur récurrent dans la disparition de beaucoup de startups, c'est le manque de liquidité. Oui. Donc, mauvaise gestion, c'est pas un jugement de valeur du tout. On sait que c'est pas facile à faire. Mais voilà, mauvaise gestion, mauvaise estimation, mauvaise planification. Et c'est dommage parce que le projet était sympathique, il y avait beaucoup de potentiel pour qu'il évolue, mais le marché, la concurrence des grands acteurs ont fait que finalement le truc a été un peu tué dans l'œuf. Et ce qui est dommage, c'est qu'à partir dans quelques jours, je pense que c'est à partir du 1er mars, voilà, tous les utilisateurs qui employaient encore ce truc vont devoir se trouver un autre endroit pour mettre leurs données parce que le petit boîtier, il était online, donc il était synchronisé avec la plateforme de Lima, et si Lima est mort, la communication se fera plus. Est-ce qu'il y a encore un espoir que quelqu'un se porte acquéreur justement de la clientèle, des serveurs Je ne sais pas. Sur son message d'adieu, le CEO a quand même laissé un message un peu cryptique en disant « Nous sommes forcés de mettre la clé sous la porte, mais nous espérons vraiment que l'innovation va continuer. » C'est probablement un appel du pied à tout investisseur potentiel qui veut reprendre la boîte pour ne pas qu'elle meure purement et simplement. Mais encore une fois, face aux solutions qui existent aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment un avenir ? C'est ça aussi. Ouais. Il y a eu aussi des critiques. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des commentaires un petit peu virulents, justement, suite à hors-série. Et on peut les entendre aussi. C'était lent, ça buguait, effectivement. Et ça, justement, je crois que c'est aussi un des facteurs qui a joué en défaveur du projet. C'est qu'après avoir fait leur levée de fonds initiale, dont on rappelle 2,5 millions de dollars quand même, le Lima a été retravaillé de fond en comble par ses fondateurs, par ses concepteurs. Et ça a induit un retard conséquent pour l'arrivée sur le marché. Il y a un produit qui était un peu révolutionnaire au moment où il a été présenté, au moment où la campagne Kickstarter a eu lieu, où il a vraiment fédéré une communauté extrêmement importante. À partir du moment où il y a eu ce retard, le jour où le produit est arrivé, voilà, ça me rappelle un autre produit Kickstarter, on ne va pas le citer parce qu'on ne va pas leur faire de pub, mais le jour où ce produit arriva, il sera mort-né parce que voilà, il y aura des tas de trucs qui auront eu lieu entre-temps. Oui, s'il arrive. S'il arrive. On a dit qu'on n'en parle pas. Non, ceux qui nous suivent depuis longtemps, à mon avis, ont compris de quoi on parlait, donc pas besoin d'aller... pas besoin d'aller plus loin. On passe à la suite. C'était la lettre R comme Russie. La Russie va se déconnecter. Ils vont tirer la prise de l'Internet tout à fait temporairement. Il faut nous expliquer pourquoi. Ça, on l'a entendu partout. C'était dans les news. Alors, qu'est-ce qui se passe Deux raisons. Oui. Alors, la première, c'est que aujourd'hui, alors on va peut-être un peu rappeler rapidement comment fonctionne Internet. Et ce qu'est la Russie. Ça, je pourrais demander à mon fils, mais bon, oui. Bon, Internet, voilà, réseau totalement décentralisé, totalement mondial, fonctionne avec ce qu'on appelle des serveurs racines DNS, c'est-à-dire des serveurs qui permettent de faire le relais entre les demandes, les requêtes et les sites sur lesquels vous allez arriver. Et aujourd'hui, il y a 12 serveurs racines dans le monde qui sont contrôlés par des organisations globales, mais aucun de ces serveurs racines ne se trouve en Russie.
un des nœuds du problème. La deuxième chose, c'est que la Russie a passé, il n'y a pas tellement longtemps, toute une série de lois relatives à l'information online, comment les traiter, comment les distribuer. Et cette loi, une de ces lois prévoit entre autres que la Russie puisse créer son propre système DNS. Et donc, cela implique que toutes les communications de l'Internet russe passent par un système DNS russe qui est contrôlé par le gouvernement. La raison pour laquelle la Russie veut absolument, enfin la raison de façade pour laquelle la Russie veut absolument ça, c'est que la Russie veut être capable de résister de manière absolue à une attaque de type cyberguerre. Et donc, en cas d'une cyberattaque globale, elle veut pouvoir contrôler elle-même le tampon entre son Internet à la russe et le reste du monde. Alors, ça, c'est la raison officielle. Maintenant, dans le monde entier, tout le monde est en train déjà de hurler parce qu'il est très probable que la raison pratique derrière ce genre de choses est au moins en partie le fait de pouvoir, comme ça s'est passé en Chine, comme ça s'est passé en Corée, comme ça se passe encore dans d'autres pays où la démocratie n'est peut-être pas aussi bien comprise ou n'est pas comprise de la même manière que dans le reste du monde, de pouvoir imposer une certaine censure, d'imposer un certain contrôle. Et on se rappelle par exemple qu'en Russie, ça reste encore un des pays aujourd'hui où l'utilisation d'un VPN est passible de peine de prison. Oui. Donc voilà, il y a toute une série de causes, toute une série de motifs et de prétextes qui visent à ce que effectivement la Russie va d'ici le 1er avril découpler l'Internet russe du reste de l'Internet mondial pour faire les essais sur ce fameux système de DNS à la russe, pour éprouver la solidité de leur système global vis-à-vis d'une cyberattaque. Mais derrière, voilà, faut pas se faire d'illusions. Il y a une volonté de contrôle, il y a une volonté de, je vais pas dire de manipulation, même s'il y a certainement un petit peu ça. Et bon, qu'on me donne un gouvernement au monde qui ne rêve pas, même un gouvernement démocratique, comme les États-Unis ou même la Belgique, qui ne rêve pas de pouvoir contrôler finement ce qui rentre et ce qui sort. Oui, et puis on l'a vu, il y a déjà des pays qui se sont coupés comme ça de l'Internet. Est-ce que la Turquie n'avait pas fait un essai à un moment donné La Turquie l'a fait. Non, le Congo l'a fait lors des dernières élections présidentielles. Oui, c'est juste. Pour notamment éviter toute pollution idéologique, ils ont carrément coupé le robinet. Ils ont même interdit les journalistes de faire leur travail par la même occasion. C'est vraiment question de se mettre sous cloche. Oui, absolument. Oui. Seb. Oui, alors j'ai encore un message de Elon Musk qui dit que lui, il aime bien la Russie. Il a 0,25 C'est pas mal ce running gag, tu peux revenir. Peut-être pas chaque fois avec Elon Musk. On peut parler d'autres pourcentages aussi, c'est pas un problème. La suivante, je suppose, ça va être Elon Musk à 0,25% de Samsung, non? Oui, un truc dans ce genre-là, on suppose en tout cas, ça va venir. Ou sinon un truc autre. La Russie, oui, mais ils ont besoin d'une demi-heure, c'est pour couper et changer le routeur, tu vois, un truc comme ça. C'est ça. Donc voilà, il a vraiment décidé de dire un truc intelligent. Merci pour ta participation. Avec plaisir, avec plaisir. Tiens, allez, tu vas pouvoir parler. De Samsung. Bah oui, c'était un petit peu l'événement technologique grand public, on va dire, de la semaine. C'était les annonces Samsung Galaxy S10 qui est maintenant officiellement annoncé, on peut le dire. Et tu as un petit peu suivi ce qui se passe autour de ce S10 et de ce qu'on en dit, puisqu'il faut le rappeler, parmi les membres de l'équipe, tu es sans doute celui qui est le plus fidèle à la série des S. C'est ça, je pense que depuis le S4, je les ai tous faits. Voilà. Un truc comme ça. J'avais fait le S2, et puis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Autant voilà, que tout le monde le sache. Ouais. Donc je suis assez fidèle. Assez. Voilà. Et ici, on en a parlé beaucoup dans la presse cette semaine. Et puis donc tu te dis, on doit quand même en parler. On doit au moins parler 1 minute du truc. Ça me semble nécessaire. Oui, ça, on nous le reprocherait. Hein, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast technologique qui ne parle pas de Samsung? Voilà. Et pourtant, c'est super compliqué parce que tu lis ce qu'ils ont fait, tu lis les spécifications, tu essayes de t'emballer sur les nouveautés et honnêtement, j'y arrive pas. Il y a plus parce moyen. Que le 9, c'est difficile. Le 9, il fonctionne admirablement.
Là, ils ont changé la forme de l'écran. Ouais, ok. Ils ont mis la caméra en haut à droite. Donc, l'écran, elle est intégrée, la caméra est intégrée dans l'écran. C'est joli. C'est pas les premiers à le faire, mais voilà. Ils l'ont maintenant mis, c'est mainstream. Ok, admettons. Ils en ont sorti 3. Bah, étonnamment, Apple l'avait fait aussi. Hein, des plus, des machins. Ouais, ok, voilà, ça a été fait aussi. Et puis, en dehors de ça, oui, il y a la grosse révolution, c'est que ton téléphone peut charger un autre device. Ouais. Mais bon, j'ai déjà tellement de problèmes à garder mon téléphone allumé jusqu'à la fin de la journée que d'aller charger le téléphone du pote, non, faut pas déconner. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pour ça que je vais aller acheter un nouveau téléphone. Hein, tu vois, là, on ne sait jamais, je vais porter t'as vu, j'ai le nouveau. Non, je ne comprends pas. C'est un peu comme, évidemment... ce serait un petit peu comme mettre un réservoir à essence dans une voiture électrique en disant on ne sait jamais, quelqu'un pourra en avoir besoin. c'est ça. C'est un peu idiot. C'est bizarre. Ouais. Mais bon, voilà, ils trouvent ça génial, ok, admettons. Et ils ont mis 3 appareils photo derrière pour faire du panoramique. Ouais, ok, d'accord. J'ai du mal à être enthousiaste. Il est joli, hein, le truc est joli, ça a l'air rapide. Ils l'ont fait plus petit, enfin plus grand, mais plus mince, plus léger, plus rapide. Beaucoup plus cher aussi. Ouais. Hein, parce que voilà, on a des modèles à plus de 1000 balles sans problème. Oui, donc alors, je sais plus le prix de base officiel, c'était voilà, 750, 900, 1000 $. Mais en euros, ça pète au-dessus de 1000 € si tu veux la version 1 Tera. Alors, de nouveau, qu'est-ce que tu veux faire avec 1 Tera sur ton téléphone aujourd'hui? Bon, c'est des effets d'annonce. Il faut mettre le plus gros téléphone, hein, c'est super. C'est le haut de gamme et puis ils vont pouvoir décliner en dessous. Mais le Tera, je vais te dire, si tu filmes en 4K, par exemple, tu vas être content d'avoir ton Tera. Et tout le monde ne filme pas en 4K. Ouais. Et voilà, c'est pas une caméra non plus, c'est un téléphone, hein, rappelons-le. Même si on fait de très belles caméras, des smartphones qui filment de très très bonne facture, hein, soyons clairs. Mais oui, mais j'arrive plus non plus, mais ça fait un moment qu'on le dit, hein, ça arrive à s'émouvoir pour ce genre d'annonce, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est... Alors évidemment, certains d'entre vous qui nous écoutez vont venir nous trouver en disant « Ouais, mais vous n'avez pas parlé de ça, c'est quand même une révolution, etc. » On peut trouver toujours le petit détail qui nous intéresse, nous, et qui intéresse certainement d'autres personnes aussi, et le monter en épingle en disant « C'est fantastique et extraordinaire. » On veut bien l'entendre, mais dans la totalité du truc, il n'y a pas un effet « waouh », quoi. C'est ça qui est passé en fait, hein. Et on ne dit pas que c'est un mauvais appareil, attention, je tiens à le préciser. Ah non, il a l'air magnifique. Voilà, c'est ça, mais il n'y a pas d'effet. Il a l'air magnifique, mais je vois pas pourquoi je changerais. Mon S9 est magnifique et il tourne parfaitement. Ça me rappelle l'époque de l'apogée des tablettes ou des PC. À un moment, tu dis, ton PC fonctionne, il rame pas. Bah, pourquoi tu vas changer? Ouais. Tu vois, et à part pour le plaisir de la consommation. Et là, c'est un peu pareil. Si je balance mon S9 par terre, qu'il est pété, bah oui, ok, je vais l'acheter, le S10. Mais sinon, bah, je pense que je vais attendre le S11 ou le S12. Il n'y a pas d'intérêt ici à un changement radical. Ils ont changé l'endroit où tu mets ton empreinte, c'est génial. Tu as le lecteur d'empreintes sous l'écran. Bah, c'est vrai, c'est génial, c'est super. C'est plus sympa que le petit pitonio derrière qui est vraiment pénible. Ça vaut pas la peine de changer mon téléphone pour ça. Il manque l'effet, tu vois, il manque un petit effet. En fait, le truc on a pris cette sale habitude, qui est une habitude qui est voulue par les gens de marketing, hein, au départ, clairement, que quand il y a un nouveau modèle qui sort, il remplace l'ancien. Et c'est devenu, dans les cerveaux de plein de gens, les nôtres aussi sans doute, c'est devenu la raison d'être du truc. L'annonce d'un smartphone, que ce soit par Apple ou Samsung, c'est celui qui va remplacer le précédent. Alors que si tu regardes dans le monde de l'automobile, par exemple, c'est pas parce que tu as une voiture de tel modèle, c'est pas parce qu'un nouveau modèle sort demain que tu vas remplacer, tu vas la jeter et prendre la suivante, ce qui fait exactement la même chose. Elle est juste un tout petit peu différente. On a mis les rétroviseurs plus haut, plus bas, on a mis un peu de trucs. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut en changer. C'est pas une obligation. C'est pas, il y a aucune raison valable de. Il y a quelques petites évolutions par-ci par-là, chouette, sympa, mais c'est pas une raison effectivement de systématiquement changer de smartphone, quoi. Non, et puis les premières années avec les smartphones, t'arrivais à chaque fois aux limites de performance, on te rajoutait les nouveaux capteurs. Ouais, c'est ça. Tu voulais jouer à un jeu, ton truc il ramait à mort, Facebook il commençait à faire de la vidéo, tu dis ok, les capteurs étaient pourris. Maintenant, tu as des capteurs de plus de 10 mégapixels sur tous les téléphones depuis des années. Ta photo, le monsieur tout le monde ne voit pas une différence fondamentale. Donc, tu dis, il n'y a plus un moment où tu allumes ton téléphone, tu dis,
putain, je vais jamais y arriver à utiliser l'application. Si je change, je vais pouvoir gagner du temps ou en confort. Donc, ouais, on arrive à la saturation. Et d'ailleurs, au niveau des CPU, quand tu regardes les trucs, c'est extrême. C'est des octa-core déjà aussi depuis des années. Même mon laptop qui n'a pas 8 cœurs, tu vois. Et pourtant, c'est un laptop professionnel. Mais donc, c'est une débauche de technologie. Donc, bon, voilà, il est top. J'ai rien à dire, il est top. Voilà. J'aime bien. Mais bon, voilà. Et puis il est cher, et puis on dira qu'il est sur les terres d'Apple, et comme le disait Marc, voilà, c'est un concurrent, c'est point barre, j'ai envie presque de dire. Juste une toute petite parenthèse, c'est que ça, vous voyez, c'est l'iPhone SE, ils avaient dit qu'ils allaient le tuer. Apparemment, il reste. Il le ressuscite. Donc, pour dire que finalement, un appareil qui a quelques années maintenant, il fonctionne encore très très bien. Il va satisfaire plein de gens, dont Stuff, notre camarade Stuff, qui est aussi amoureux de son SE, qui n'avait pas du tout envie d'en changer, et qui, voilà, et acheter des SE. Non, mais... Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, mais je vais aller hyper bref là-dessus, c'est le téléphone pliable Samsung. Oui, on a... alors le téléphone pliable, effectivement, ça a l'air très joli, le concept est sympa. Est-ce que c'est utilisable? Ça, il faudra quand même pouvoir en choper un une fois dans les mains avant d'eux. Et là, c'est un peu la douche froide, c'est que Samsung en a annoncé un, c'est génial. Vente annoncée 3e ou 4e trimestre 2019. Ouais. Donc ça sent plus on a vite sorti un modèle pour dire ouais on l'a aussi mais on ne pourra pas vous le vendre avant la fin de l'année. Donc là c'est un peu décevant de chez eux, et en plus il faudra un rein parce que c'est genre 1500 2000 € la baston, etc. Une fois de plus, on joue les troubles faits. Sur la lettre S comme smartphone, là, pour le coup, on n'est pas, très vendeur, mais on n'est pas là pour ça non plus. Soyons très clairs. Mais cette histoire d'écran pliant, on en reparlera, quoi, parce que je vois pas à quoi ça sert. Alors, mais dans le télé, je trouve ça sympa. Pardon? Dans la télé, je trouve ça le concept sympa. Parce que dans la télé, tu peux avoir juste une grosse box en bas, et puis ta télé, elle sort, et au moins, tu n'as pas toujours ton mur qui est pourri. Ça, c'est enroulé. Oui, ça, c'est autre chose. C'est pas la même idée. Ici, on te parle d'une philosophie qui veut que tu plies ton écran. En deux. Tu plies en deux. Oui, mais c'est la même technologie. Si tu veux le rouler, il faut quand même pouvoir aussi plier ton écran. Oui, c'est ça. Mais ce qui est rigolo, c'est que si ça fonctionne, la pliure en deux, ça va être la course à la pliure. C'est-à-dire après, on va te dire, le mien, il se plie en 4. Mais à partir du moment où tu le plies en 8, ça devient très 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 difficile. Hein. Oui, ça devient compliqué. Comme une feuille de papier. À un moment donné, oui, ou en 16, ou en 10 000. Tu peux aller jusqu'à la Lune comme ça, il paraît, quand tu plies tout comme ça à l'infini. Marc avait peut-être un truc à rajouter sur cette annonce Galaxy S10. Non. Merci Marc. Honnêtement, non. Franchement, je reste un peu dubitatif. Alors oui, c'est vrai, c'est un beau téléphone. Mais voilà, de nouveau, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un paquet de pognon pareil dans un téléphone qui finalement, la majeure partie du temps, reste quand même dans nos poches. Oui. Ou sur nos bureaux. Bon, c'est vrai qu'il nous sert pour plein de choses, mais voilà, ce que toi tu montrais ton SE, moi j'ai mon OnePlus, et mon OnePlus il coûte le tiers du gros modèle, et il fonctionne tout aussi bien, quoi. Je peux comprendre, on ne juge pas. On ne juge pas absolument, mais simplement on porte un avis un peu désabusé, parce que voilà, à partir du moment où l'innovation technologique cède vraiment place à une évolution, qu'il n'y a plus de révolution du tout, c'est juste, voilà, on met un truc en plus à chaque fois. Voilà, c'est un phénomène qui stagne depuis pas mal de temps, et ça ne fait que se confirmer, hélas. Affaire à suivre. Ce genre de phénomène. Affaire à suivre et à confirmer sans doute dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec d'autres annonces, etc. Mais on est effectivement, comme tout technophile, preneur de toute annonce de produits, d'appareils qui feraient la révolution, ou qui seraient amusants, ou qui sortiraient des sentiers battus, etc. Mais là, on n'a plus envie, quand on voit des trucs comme ça. On peut en parler, on peut le citer, on peut dire un peu voilà ce qu'on vient de dire là, mais au-delà de ça, quoi dire d'autre? Difficile. Tiens, la lettre S comme smartphone. On recommence. On le refait. Non, on va parler du Xiaomi, le Mi 9. Ça, c'est autre chose encore, Seb. Pourquoi l'amener sur la table, celui-là?
plus particulièrement. Pourquoi l'amener sur la table? Parce qu'il a été lancé, enfin tu vois, lancé quelques heures avant la version Samsung. Et ce qui est super drôle, c'est la stratégie chinoise, donc qui a un peu volé la vedette à Samsung, tout en vendant un téléphone avec un écran Samsung dessus, hein, parce que c'est vrai. Tu vois, donc c'est pas comme si les gars ils étaient pas au courant. Et en même temps, ils ont mis quand même quelques trucs qui franchement, tu mets les deux à côté. Xiaomi, ils ont quand même bien tiré leur épingle du jeu. Et ils ont un processeur hyper puissant, un des premiers téléphones qui sortait avec le Snapdragon 855, donc voilà, débauche de technologie. Ils sont aussi avec des espaces de stockage imposants. Et les mecs, sur l'appareil photo, ils ont sorti un 48 mégapixels. Donc il paraît que d'après un site de référence dont j'ai oublié le nom, parce que je m'y connais pas assez dans le domaine, mais c'est un site de référence qui met des cotations aux caméras de manière générale et donc aussi aux caméras des smartphones. Il paraît que pour les smartphones, c'est la meilleure caméra du marché, le meilleur objectif, etc. Pour les smartphones, attention. Oui, il a explosé tous les autres trucs, que ce soit la Galaxy Note, le machin, et c'est Xiaomi qui sort son petit truc à 48 mégapixels. Donc, là, ils ont mis un petit coup, probablement dans le dos de Samsung, et ils en ont mis un deuxième avec les prix, parce qu'on est à $450, $500, suivant les options. Donc, voilà, quoi. C'est beaucoup moins cher. Marc? Oui, l'histoire de l'optique, moi, elle me laisse un peu dubitatif quand même. Je crois que le site en question, c'est DxO. C'est possible. Il est connu pour faire des référencements. L'histoire de la course au mégapixel, elle me paraît... Bon, ça me laisse un peu dubitatif. Xiaomi n'est pas le premier à avoir eu recours à ce déluge de mégapixels. Nokia l'avait fait avant. Ils avaient déjà sorti un appareil de 42 ou 3 mégapixels. Et sur DxO, justement, sur ce classement, il me semble que le téléphone qui a toujours été identifié comme étant le meilleur en qualité globale, donc on ne parle pas seulement en résolution, en taille d'image, on parle vraiment en qualité globale, c'était le Google Pixel 3, parce qu'il était appuyé par une armada d'algorithmes, de nouveau, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, il a été appuyé par une armada d'algorithmes de traitement d'image, extrêmement puissant, extrêmement efficace, qui lui permettait entre autres de faire quelque chose que très peu de smartphones font convenablement. Et d'ici à ce qu'on voit les bancs d'essai complets pour le Xiaomi ou pour le S10, pour l'instant, c'est toujours le Pixel 3 qui est en tête d'affiche. C'était les vues en très basse luminosité. C'est ça. C'était des choses, effectivement, ou alors le figé avec un flou derrière. Voilà, il y avait toute une batterie logicielle derrière qui faisait que l'ensemble, optique plus logiciel, le classait dans les meilleurs. Aligner les mégapixels pour rien, il y a 2 ans, il y avait eu une annonce chez un constructeur chinois totalement inconnu pour une optique à 96 mégapixels. Tu peux monter aussi loin que tu veux. Si tu maîtrises, bon, Benoît serait là, il en parlerait beaucoup mieux que nous, mais si tu maîtrises pas le bruit à 200 ISO, t'es foutu, quoi. Tu auras juste une bouillie en 2 mégapixels. Tout ça doit évoluer, évidemment. On fait quand même des trucs fantastiques. Hein. Là, on pinaille, mais ça reste quand même des caméras qui fonctionnent bien. Et là, on n'a pas fait trop la différence entre la photo et la vidéo. C'est encore deux choses qui sont, même si l'optique est importante, mais quand on parle de qualité, etc., c'est peut-être aussi sur des domaines plus spécifiques que la vidéo dans certaines conditions, ou la photo dans certaines conditions, etc. Quoi qu'il en soit, à des niveaux pareils. Et à ce prix-là, hein, en l'occurrence, on est plutôt gâté. Faut le reconnaître. Hein. On a tout dit sur le Xiaomi Mi 9, je pense. On peut passer à la suite. La suite est donc la fin, puisque c'est la lettre W comme oui mais non. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non pour terminer un épisode. On va parler de Ford qui développe un lit que tu as appelé marque anti-partenaire qui colle, avec des tirets entre chaque expression. De quoi s'agit-il ? À quoi ça sert ? D'abord, à quoi ça sert ? C'est la question que je... Identifier le partenaire qui colle, déjà.
Alors, oui, le concept global, déjà, je me suis quand même pas mal posé la question en voyant la news. En fait, j'ai hésité fortement à la classer à P comme Porte Nawak, parce que ça relevait aussi de cette catégorie. Euh, donc, Ford a imaginé, Ford, le constructeur de bagnole, Oui, bien sûr. a imaginé un truc qu'ils appellent le Smart Bed. Alors déjà, tu vois le truc, ça ressemble à un vaisseau spatial, c'est moche. T'as pas envie de dormir là-dedans, parce que c'est tellement fait d'angles et de coins que tu as peur de te couper en montant dessus. Et en fait, ils ont développé un matelas bourré de senseurs et doté de systèmes de roulement qui permettent en fait. Alors, suivez le lien qu'on vous a mis, il y a une vidéo qui explique comment ça marche. Le truc permet de détecter la position des personnes qui dorment dans le lit. Donc, le cœur de cible, c'est la personne qui a envie de dormir avec une autre personne, parce qu'elle n'aime pas dormir seule, mais quand elle dort, elle n'aime pas que l'autre vienne la coller comme un gros lourd. Ouais. Parce qu'on a tous eu des expériences de gens qui, voilà, quand vous dormez, ils viennent se coller à vous, ils piquent votre oxygène, ils piquent tout, c'est juste horrible. Eh bien, le lit en question, il va détecter qu'il y a un mouvement un peu trop collant, il y a des limites qui peuvent être déterminées, et par un système de roulement, le matelas va shifter, et vous avez vraiment l'ensemble du lit, l'ensemble de la partie couchante qui va se déplacer pour remettre l'opportun à la place où il devait être, c'est-à-dire loin de vous. C'est un peu du grand n'importe quoi. C'est une idée, on va dire, assez originale. Je ne sais pas trop sur quoi ils veulent aller, jusqu'au moment où je suis tombé sur une info en tout petit, où en fait, apparemment, Ford a mis ce truc en place pour, et là c'est du marketing pur, pour faire la promo de la prochaine génération de son maintien dans les fils pour ses voitures autonomes. Ah oui. Donc, le bruit, vous inquiétez pas, c'est mes Vélux qui tombent. Et donc, voilà, c'est un prototype. C'est un prototype, on ne sait pas s'il sera commercialisé un jour, on ne sait pas combien il sera commercialisé, combien ça va coûter. Si ça doit coûter 150 000 € pour être certain que quelqu'un ne vienne pas vous coller pendant que vous dormez, bah vous installez 2 lits, ça ira aussi bien. Hein. Franchement, on ne va pas se casser la tête. C'est ça, oui. Et voilà, l'exercice marketing est assez original. Maintenant, bon, moi, quand je me mets dans un lit avec quelqu'un, c'est pour partir du principe que, voilà, elle peut me coller, ça ne me dérange pas, quoi. Oui. Il paraît qu'on dort beaucoup mieux seul qu'à deux, même si on n'est pas collé. Donc, ouais, ça dépend. Mais si le lit bouge tout le temps, tu comprends qu'on dort pas bien. Ouais, mais quand tu vois le lit, franchement, allez voir les images, vous voyez le lit, enfin, moi, j'ai pas envie de dormir dans ce truc. Oui, c'est très bizarre. C'est un peu, oui, on pourrait dire un lit futuriste, voilà, mais celui-là, il est futuriste et pas sympa. Et moche. Oui, c'est ça. Est-ce que Seb avait un avis sur cette question ou Elon Musk est intervenu encore sur la question? Elon Musk a acheté 0,25% du lit. Ou de faim. Non, Elon Musk dit qu'il ne dort jamais, qu'il n'est pas intéressé. Oui, c'est ça, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de dormir. Oui, c'est juste. Et personne ne le colle également. C'est ça le problème aussi. Ok, bon, c'était le oui mais non de clôture de cet épisode. Dans le truc plus sérieux chez Ford, j'ai vu une autre news, c'est une camionnette. Ils ont équipé une camionnette, et dans la camionnette, il y a des vélos. Et l'idée, c'est la livraison, faire le dernier kilomètre à vélo. C'est-à-dire que plutôt que de faire le tour des maisons avec la camionnette, leur idée, c'est de dire on arrête la camionnette à un endroit donné, et là on décharge le vélo et on fait les livraisons du bloc ou du quartier, le dernier kilomètre en tout cas, avec un vélo, alors différents types de vélos, pliants, pas pliants, machin, etc. J'avais vu ça se passer cet après-midi entre deux problèmes. J'ai trouvé ça plutôt original, pourquoi pas. On peut tabler sur ce genre d'idée, pourquoi pas. Seb? Oui, alors Elon Musk trouve que c'est génial, il veut en mettre un dans le coffre de ses Tesla pour recharger les batteries de la Tesla. Bravo. Alors, merci beaucoup Seb pour cette information. À partir de maintenant, Sébastien ne prépare plus de news, il les invente. Ça va être beaucoup plus facile à gérer, sans doute, pour lui. Ça va être moins sympa. Sébastien prépare sa reconversion après. Ta voiture électrique est plate, on te fait un petit vélo pour la recharger. Bien sûr.
Ou une remorque avec un groupe électrogène aussi. Ça s'est vu. Bon, allez, ça suffit comme ça. Merci d'avoir écouté les technos une fois de plus. C'était le 202e épisode. Une fois de plus, merci pour les pouces levés sur YouTube. Merci pour les étoiles, tout ça. Merci de vous abonner. C'est important également. Comme ça, vous recevez des petites notifications pour qu'on puisse vous dire quand on réapparaît. En général, c'est assez régulier. Vous l'avez compris. On enregistre ces épisodes chaque jeudi en fin de journée et en début de soirée, plus particulièrement. Rien que pour se faire plaisir, vous faire plaisir aussi, on l'espère. Merci beaucoup Sébastien pour cette participation. Merci également à Marc. On vous dit à tous les deux très bientôt. Hein. J'ai pas les horaires en tête, j'ai pas le planning devant moi, mais à mon avis on va se revoir d'ici peu. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.